bienvenue à tous. À la une de ce journal, Paul Biya rempile pour un 7e mandat de 7 ans. À la tête du Cameroun, il a obtenu 71,28% des voix alors que le MRC détrône le SIF de son siège de première force de l'opposition. Au Cameroun, le parti de Ni John Fundi est arrivé 4e au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Analyse, décryptage au cœur de ce journal. La douleur du souvenir de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka 2 ans après. Les séquelles de l'accident le plus mortel du Cameroun restent encore vives dans les esprits des victimes. Elles sont des centaines qui attendent toujours d'être indemnisées. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Âgé de 85 ans, le président Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat à la tête du pays qu'il dirige depuis 1982. Il a été donné vainqueur du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier avec 71,28% des voix. Maurice Kamto du MRC a réussi à déclasser le SIF, est arrivé donc 2e avec 14,23% des voix, suivi de Cabral Libi du parti Univers. Joshua aussi enregistre un score de 3,36%. C'est donc un nouveau paysage politique qui s'est dessiné au terme de ce scrutin présidentiel. Guizogo, reportage. Ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Le verdict de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier est donc tombé. Le Conseil constitutionnel, siégeant ici en public, a donc rendu les résultats de ce scrutin. Et c'est le président Paul Biya qui l'emporte avec un peu plus de 71% de suffrages, suivi de Maurice Kamto avec un peu plus de 14% de voix et Cabral Libi qui arrive en 3e position avec un peu plus de 5% de suffrages. C'est le verdict du Conseil constitutionnel. Le parti Univers et son candidat Cabral Libi en prennent acte. L'annonce de ce résultat en faveur du président Paul Biya a soulevé un tollé de joie dans la salle où ces résultats étaient rendus, notamment par les membres du RDPC et des personnalisantes qui ont donc applaudi à tout rompre ce résultat qui donne 7 années supplémentaires au président Paul Biya à la tête de la République. Et la fierté de voir le pays, notre Cameroun, ce Cameroun dans lequel nous nous reconnaissons, renvoyer l'image que nous devons souhaiter qu'on retienne de lui. Je suis heureux d'avoir participé à la belle aventure de ce candidat, le président Paul Biya, qui, après avoir présenté sa vision de développement depuis qu'il est en charge du Cameroun, au titre du septennat qui va s'engager en 2018, à partir de 2018, veut réaliser ce qu'il y met, une politique de grandes opportunités. Les adversaires du président de la République ont brillé par leur absence ici au Palais des Congrès lors de cette cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Ni Maurice Kamto, ni Cabral Libi, ni Joshua aussi, encore moins Akeremouna n'ont été aperçus dans les travées de cette salle qui tenait lieu de salle d'audience au Conseil constitutionnel. On a également remarqué que l'ambassadeur des États-Unis et celui de France n'étaient également pas présents au cours de cette audience. Le président de la République recueille 71% de suffrages à nouveau, comme en 2011, lorsqu'il avait remporté le 10 scrutin devant le candidat, cette fois-là, du Social Democratic Front, qui était Ni John Fundi. L'administration territoriale, Depuis le Palais des Congrès.
Et pour être tout à fait complet avec ce dossier, précisons qu'Adamoun Damjoya de l'UDC est arrivé 5e avec 1,73%. Gargaman Adi a obtenu 1,50% et est classé 6e. Franklin Difford est arrivé 7e avec 0,67%. Et des voix, Sèche Espoir Matomba du PURS, 8e avec 0,56%. Le taux de participation est de 53,85%. Et vous l'avez suivi hier un instant, la proclamation des résultats officiels du scrutin du 7 octobre dernier s'est déroulée en l'absence de la quasi-totalité des candidats, mais aussi des représentants de certaines chancelleries occidentales, la République, notamment le président du Sénat, Marcel Nyat Difendi. Plus de précisions avec Marcelin Gansop. L'on a cherché en vain leurs traces au palais des congrès de Yaoundé. Sur les 9 candidats qui ont pris part en octobre, seul Franklin Difford a brillé par sa présence lors de la proclamation des résultats. Les autres sièges sont restés vides, à l'exception de ceux de Cabral Libi, occupés par le professeur Nkumvondo du parti Univers, et de Paul Biya, représenté par Jean Kuete, le secrétaire général du comité central du RDPC. Le boycott de Maurice Kamto, Akeremouna, Cabral Libi et Joshua aussi était prévisible au regard de la désapprobation que ces derniers ont manifestée après le verdict du contentieux post-électoral rendu récemment par le Conseil constitutionnel. Bien que n'ayant pas saisi cet organe, Serge Espoir Matomba n'en est pas moins déçu du déroulement de l'élection du 7 octobre dernier et n'a donc pas jugé nécessaire de répondre à l'invitation du Conseil constitutionnel. Autre absence non négligeable, celle des ambassadeurs de France et des États-Unis au Cameroun. Jules Thibault et Peter Henry Barlerin ont joué aux abonnés absents, pendant que d'autres chancelleries occidentales se faisaient représenter. Des absences pour le moins curieuses, lorsqu'on sait les rapports que le Cameroun entretient avec la France et les États-Unis. Il en est de ces diplomates, comme du président du Sénat. Bien qu'ayant accompli son devoir civique le 7 octobre à Paris, Marcel Nyat Difendi n'a visiblement pas encore rejoint Yaoundé, ce qui laisse penser que sa convalescence n'est pas encore terminée. En son absence, c'est Aboubakari Abdoulaye, le premier vice-président du Sénat, qui pour l'occasion a représenté cette institution. Des absences qui ne sont pas passées inaperçues, mais qui n'ont en rien entamé le sacre de Paul Biya, célébré par les siens après que la messe ait été dite par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, dont c'était la première sortie pour une élection présidentielle. La page du 7 octobre est tournée. L'on n'attend plus que la prestation de serment du président réélu. Elle doit intervenir au plus tard le 6 novembre 2018. Et c'est encore Paul Biya qui devra présider aux destinées du Cameroun durant les 7 prochaines années après 36 ans au pouvoir. Que peut-il encore promettre en termes de réalisation aux Camerounais, dont faisons connaissance de l'homme du renouveau, successeur d'Amadou Ahidjo, le 6 novembre 1982. C'est un reportage que signe Éric Martial Diomo. C'est le 6 novembre 1982 que Paul Biya prête serment pour la première fois pour devenir président de la République. Le natif de Vomeka, alors âgé de 49 ans, connaissait ainsi le couronnement d'une carrière au sein de l'administration commencée en 1962 avec à la présidence le poste de chargé de mission. En 1968, il est nommé ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le 30 juin 1975, il est porté à la tête du premier ministère. Après la démission d'Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982, il devient donc succédant constitutionnellement le deuxième président de la République du Cameroun. 2 ans plus tard, il échappe à une tentative de coup d'État. C'était le 6 avril 1984. Alors que l'on est encore à l'ère du parti unique, il met un terme à l'intérim qu'il assumait en se faisant élire pour la première fois et consolide son poste de président de la République. Nous sommes en 1984. L'année d'après, à Bamenda, l'Union nationale camerounaise, le parti unique, se mue en RDPC et Paul Biya en est le président. En 1988, Paul Biya est élu pour un deuxième mandat à la présidence de la République. Le début des années 1990 voit l'avènement du multipartisme. L'élection d'octobre 1992 consacre Paul Biya sur le fil au détriment de Ni John Frondi du Social Democratic Front, dont les partisans et lui-même crient à la fraude et revendiquent une victoire volée.
Paul Biya mène à terme son mandat et sollicite en 1997 les suffrages des électeurs pour une 4e fois. Avec 92,6%, il remporte l'élection et engage son premier septennat. En 2004, il est vainqueur de la présidentielle pour la 5e fois, avec un pourcentage de 70,9% de suffrages exprimés en sa faveur. Désormais bloqué par la limitation des mandats présidentiels à 2, tel que consacré par la révision constitutionnelle de 1996, il obtient en 2008 la levée du verrou de cette limitation par l'Assemblée nationale. En octobre 2011, il est élu pour un 6e mandat avec 78% de voix exprimées pour lui et un taux de participation de 68,2%. En octobre 2018, il remporte pour la 7e fois la présidentielle malgré les contestations de ses concurrents qui mettent en avant l'absence de transparence durant l'élection. À 85 ans, dont 36 passés à la tête du pays, Paul Biya engage un nouveau septennat. Pour ses opposants, son règne sans partage est jusqu'ici marqué par des chiffres records du chômage, le faible développement infrastructurel, la corruption à une échelle importante et la précarité de l'accès aux soins médicaux pour la population, entre autres. Et après la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, les Camerounais se montrent plus exigeants vis-à-vis du président réélu. Paul Biya devrait s'attaquer de façon assidue aux divers problèmes auxquels font face les Camerounais, notamment la délinquance du système de santé, le chômage des jeunes, ou encore la crise anglophone. Mathilda Kemazouf, Donald Brice, Kamgan. Ce n'est pas d'un Cameroun nouveau que Paul Biya hérite après la présidentielle. Et donc, les visages de la misère se présentent aux locataires des taudis, tels qu'ils se donnent à voir au quotidien. Ces milliers de jeunes désespérés, il y a plein de jeunes là qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas. Ils ont les bacs plus beaucoup, mais ils sont là, d'autres sont en train de vendre des escargots au marché, d'autres ont aussi la tête, d'autres sont là comme ça, ils sont des pensiquineurs. Ces hôpitaux où la santé est malade, lorsqu'elle s'y trouve, et malgré une carte sanitaire dont la relative consistance est un trompe-l'œil pour les Camerounais rencontrés. Déjà la santé au Cameroun est trop chère. Exagérément cher. Pour ceux qui sont assurés, c'est mieux, mais ceux qui sont pas assurés, c'est trop cher. Donc on doit revoir un peu beaucoup de plans, beaucoup de secteurs. Vous voyez un peu, non? Qu'on revoit les prix, qu'on revoit un peu déjà l'accueil dans nos hôpitaux, les partout. C'est-à-dire la santé au Cameroun, ça vaut pas la peine. Donc c'est un point très important. Sans la santé, il n'y a pas de développement. Il y a la crise anglophone. C'est l'une des grandes priorités si l'on s'en tient à la récurrence du thème dans les opinions sondées. Nos frères du sud et du nord-ouest. Donc M. Paul Biya devrait faire rapidement une descente dans ces deux régions, apaiser les âmes de nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et trouver des voies et des moyens pour que la paix revienne véritablement là-bas. Et pour ceux qui défendent l'opinion que l'entourage de Paul Biya le trahit, il faut qu'ils descendent sur le terrain parce que l'entourage du président, c'est que du moment où tout va pour eux, ça va pour le Cameroun. Alors que M. Paul Biya, lui, il est le président de la République et il a placé des gens pour travailler. Si ces gens-là travaillent officiellement, ça ne vaut pas la peine. Donc ce que moi je veux, c'est le changement il change son équipe. En clair, un kaléidoscope de mots diagnostiqués en attente de thérapie, 7 ans pour le faire, d'après la Constitution. Dans le reste de l'actualité, la désastreuse de la sous-région Afrique centrale contraint les chefs d'État à se réunir dans l'urgence. Un sommet extraordinaire de la CEMAC est annoncé et les réunions de Malabo annulées. Comment en est-on arrivé là? Notre envoyé spécial à Malabo nous en dit davantage dans ce reportage. Les réunions statutaires de la CEMAC viennent d'être annulées à la dernière minute ici à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Et pour cause, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État est annoncée du côté de N'Djamena, la capitale du Tchad. La nouvelle n'est pas encore officielle, mais l'annulation des réunions de Malabo a quelque peu plombé l'ambiance de travail effectuée par les experts des différentes institutions de la sous-région
Afrique centrale, malgré les préparatifs, ils étaient regroupés depuis près d'une semaine pour préparer le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale et le comité de pilotage du PREF-CEMAC. Mais la situation économique désastreuse de la sous-région a contraint les chefs d'État à se réunir dans l'urgence afin de faire le point sur les réformes structurelles et budgétaires et redéfinir la politique économique de la sous-région. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale annoncé en N'Djamena est prévu au moment où la reconstitution des réserves de change n'a pas atteint le niveau escompté. Un relâchement est observé au niveau de la mise en œuvre des réformes engagées depuis 2016 et l'épineuse question de la négociation avec le FMI se pose avec acuité. Deux pays de l'Afrique centrale n'ont pas encore conclu les négociations pour le redressement économique tel que conclu avec le FMI, c'était en 2016. Il s'agit du Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Ces questions pourraient être à l'ordre du jour du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale prévu les 24 et 25 octobre 2018 à N'Djamena du côté du Tchad. Ici à Malabo, Cédric Noufélé, envoyé spécial Equinox Télévision. Parlons à présent du souvenir de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka 2 ans après sur le site de déraillement du train 152. Les stigmates et souvenirs douloureux restent encore vifs dans la mémoire de ces populations, elles qui souhaitent toujours que le train de la mort soit enlevé et déporté ailleurs. Dans le reportage qui va suivre, les populations d'Ezeka évoquent ce drame qui a fait près de 80 morts et des centaines de blessés. C'est un reportage que signent Gladys Idé et Joël Liem. Retour à Ezeka, 2 ans après la catastrophe ferroviaire. Les carcasses du train 152, toujours sur place, rappellent le triste souvenir. Les wagons qui s'étaient embourbés dans le ravin ont été ramenés à la gare. Une image que les populations ont du mal à supporter. Le mauvais souvenir qu'on a à Ezeka, c'est que depuis 2 ans, nous avons demandé qu'on nous enlève ces wagons. Nous avons écrit à la présidence de la République pour écrire à son excellence Paul Biya que oui, l'accident a eu lieu, mais que les responsables de Camrail nous enlèvent ces wagons ici qui ne font que nous rappeler ces tristes jours. Je ne sais plus ce que ce masse de fer est en train de faire à la gare, parce que ça nous pense toujours, c'est-à-dire à nos frères, nos pères, nos mères qui sont morts. Je demande au gouvernement de nous enlever ces wagons à Ezeka. Je pense que tout ce qui peut encore nous rappeler, c'est par rapport qu'est-ce qu'on est en train de construire là, la stèle qu'on est en train de construire, avec les affiches qui sont dehors, ça ne suffit que quand tu descends, tu vois ces wagons, tu montes, tu vois ces wagons, ça te fait mal au cœur. Et cela nous fait même peur. Non seulement ça que ces wagons-là sont là, mais je demande à l'État que ces wagons-là sont devenus déjà un lieu de refuge des bandits, les fumeurs de chanvre indien. Le 2e anniversaire du drame est passé inaperçu. Non loin de la gare, à l'endroit où les wagons s'étaient échoués, le paysage de désolation a cédé place à la broussaille. Les gens sont morts ici. J'étais ici, j'ai vu les wagons parachuter sur d'autres wagons, afin que les autres partaient tomber à la gare. Mais c'est ici qu'il y a eu tellement de wagons, tellement de morts, des accidentés qu'on est venu sauver. Cela m'a trouvé ici. Je n'ai jamais vu ces gens-là. Ils étaient ici quand il y avait catastrophe. Mais depuis ce jour-là, que cela s'est terminé, ils ne sont jamais venus ici. Dernièrement, le ministre de la Culture nous avait invités ici pour commémorer ensemble pour la construction des stèles. Mais malgré les circonstances, les travaux se sont arrêtés à peine commencés. La catastrophe d'Ezeka avait fait 79 morts et plusieurs centaines de blessés selon une estimation du gouvernement camerounais. Alors que la société civile, elle, évoquait un bilan beaucoup plus lourd. Sur le plan judiciaire,
Le transporteur ferroviaire et 11 de ses employés ont été reconnus coupables d'homicide volontaire en fin septembre. 2 ans après le drame, la centaine de victimes de la catastrophe restent désespérément dans l'attente des indemnisations. 2 ans après, le souvenir de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka continue de hanter le quotidien des familles des victimes ainsi que des rescapés. Difficile de tourner la page de ce vendredi noir du 21 octobre 2016. C'est avec le cœur meurtri que ces familles déclarent attendre toujours les indemnisations promises par le gouvernement. Nos reporters Farel Bouya et Julien Guignondé ont rencontré quelques-unes des familles dans la capitale économique du Cameroun ce jour et voici le reportage. Le souvenir reste vivant dans les mémoires des familles victimes de l'accident ferroviaire d'Ezeka, survenu le 21 octobre 2016 dans la région du centre. Ce fameux jour où la tendre moitié de Paul Monté a été brutalement arraché à la vie, faisant de lui un veuf, appelé à élever ses enfants tout seul. Ma femme me manque tellement. Pourquoi? Parce que sa place auprès de moi vraiment me réconfortait. Depuis sa disparition, vraiment, je suis tellement embrouillé. Je ne parviens même pas à me remettre avec d'autres que j'ai comme conjointe. Même dans le sommeil, on ne s'en revient pas toujours. C'est comme si peut-être elle était encore un peu souffrante et qu'elle devait se remettre d'un moment à un autre. On pleure toujours par rapport à la subsistance des enfants. Comme lui, ils sont nombreux qui ont subi à leur tour les conséquences du déraillement du train 152. Justin Dimvogo, paralysé au niveau du cou depuis la triste date, dit avoir perdu goût à la vie. Difficile pour lui de se prendre en charge, compte tenu de son handicap. Je n'arrive pas à oublier, surtout que je garde à moi des séquelles que je dirais à vie, qui sont aujourd'hui, parce que j'ai un cou qui est immobile depuis ce jour-là. Une autre famille endeuillée, c'est celle de Silas Ngekap, qui a perdu le porte-étendard de la famille. Celle-là qui subvenait à tous les besoins. La défunte Kenyé, qu'ils appelaient affectueusement Maro. Je ne peux jamais oublier un membre de la famille comme celle-là. Parce que déjà c'était elle qui s'occupait de beaucoup de gens dans la famille. Et elle est morte parce qu'elle allait à Yaoundé chercher son visa pour la Chine. Bon, on a fait le deuil chez nous au village. Donc je la vois tout le temps. Parce que quand j'arrive, chaque fois, je désherbe sur ta tombe. Et chaque année, comme hier, j'ai demandé une prière d'action de grâce. 2 ans sont passés, mais un autre combat reste d'actualité. Il s'agit de celui des indemnisations. Certaines victimes et proches des familles éprouvées disent attendre toujours d'être indemnisées. Vu l'indemnisation, au niveau des Camrailles, on a reçu quand même des petites subsistances pour la continuité de la vie et l'inscription des enfants à l'école. Ce que le président de la République nous a promis, on nous a promis nous dédommager avant le début du mois de janvier. Mais jusqu'ici, jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de suite favorable. Les avocats aujourd'hui, comme moi, n'ont jamais été satisfaits. Je vous ai dit tout à l'heure que l'une vie ne se paye pas. Si j'avais eu cet argent, je serais en train de me soigner, peut-être avoir une grande thérapie, peut-être aller dans un pays où je pourrais subir une prise en charge à long terme. C'est une vie difficile pour moi. Dire aujourd'hui que j'attends des camarades une grande répartition, je veux tout juste qu'ils regardent la chose juste et fassent une réparation comme le demande la loi. Silas Ngekap, quant à lui, dit être passé une fois à la caisse dans le cadre de la dotation spéciale d'1 milliard de francs CFA, décidée en mai 2017 par le chef de l'État. Un autre décès qui traumatise une famille dans la capitale économique du Cameroun, c'est celui du jeune Joseph Cyril Ewané, retrouvé mort samedi dernier dans des circonstances troubles tout près de son lieu de service dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. L'intrigue dans l'affaire, c'est d'avoir déposé le corps à la morgue dans l'insu de la famille. Informée hier dimanche, la famille a donc manifesté devant Chococam, ici à Douala. Et que cache donc la mort brutale d'un employé de Chococam dans l'enceinte de l'entreprise? Voici l'enquête que signe Jean-Paul Choniat. Devant la société Chococam, une famille manifeste en toute colère.
pour exprimer sa consternation sur la disparition brutale de son fils, Jules Cyril Ewane, mort noyé dans la piscine de l'entreprise qu'il employait encore jusqu'à l'instant fatidique du samedi 20 octobre 2018. On dit que les caméras ont montré qu'il nageait même très bien. Mais on ne sait pas. Quelqu'un m'a montré les clichés où j'ai vu mon frère dans un drap blanc avec le sang de partout. Le drap était tout rouge. Le drap était tout rouge comme ça, on l'avait tapé. Ce qui fâche, étonne et intrigue la famille de Jules Cyril Ewane, c'est d'avoir déposé la dépouille de son enfant à la morgue sans informer le moindre proche du défunt. Resté sans nouvelles depuis samedi 19h. La tête était fendue, le cerveau est sorti et le nez s'est aplati, l'air irreconnaissable. Mon frère n'est pas à la Kétini, mon cerveau on me chasse. Sa femme dit que elle est sortie à 14h. C'est jusqu'à 19h20 qu'on l'appelle. Le médecin de Choco quand même venu la chercher à la maison pour dire que votre mari a eu un malaise. C'est donc là qu'elle se rend compte que son mari est décédé. Le téléphone est dedans, son sac est dedans. On n'a appelé personne. C'est parce qu'on a constaté que l'enfant n'est pas venu à son heure habituelle que les gens se déportent pour venir ici et constater le dégât. Manifestant donc avec véhémence pour obtenir explication, les forces de l'ordre dispersent la famille qui se rabat au domicile du défunt. Ici, la douleur est intense dans une atmosphère lourde. De la famille et l'entourage, personne n'en croit à ses yeux que Jules Cyril Ewane, 34 ans, n'aura savouré que 4 années de son mariage. Un enfant né de cette union avec son épouse. Seule donc l'enquête en cours pourra faire toute la lumière sur une mort survenue dans des circonstances encore troubles. Précisons à la suite de ce reportage que rendus au siège de l'entreprise, les responsables de Chococam n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'instant sur cette mort mystérieuse. Nous y reviendrons. Parlons à présent de cette colère des anciens employés de la défunte Selucam. Comme un seul homme, ils ont pris d'assaut les services de la délégation départementale du travail à EDEA pour réclamer le paiement de leurs droits sociaux qui durent depuis plus de 30 ans déjà. Rodrigue Ngassi, Isabelle Carole Zopet. Les ex-employés de la défunte Selucam ont pris d'assaut la délégation départementale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Sanaga-Maritime pour exprimer leur mécontentement. Ils revendiquent le paiement de leurs droits. Nous sommes les ex-employés de la CPPC ex-Selucam. Et si nous sommes là, c'est parce que nous vivons une situation très malheureuse. Depuis bientôt 30 ans, nous revendiquons les droits qui ont été calculés, validés. On nous a avancé 10% en 2012 et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Les multiples démarches entamées depuis plus de 20 ans par ces derniers n'ont toujours pas prospéré. Quand on nous dit au ministère des Finances, nous ne comprenons pas. Nous voulons nos droits. Un point. Tout a été fait au niveau du gouvernement, au Premier ministère, au ministère de l'Industrie, au ministère du Travail, au ministère des Finances. Et c'est là où tout bloque. Suite à cette manifestation, le délégué départemental du Travail et de la Sécurité sociale de la Sanaga-Maritime promet de saisir sa hiérarchie. À quand le paiement de leurs droits? La question reste toujours posée. Et pour sortir de ce journal, précisons que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, en partance pour la Suisse, a fait une escale de quelques heures dans la ville de Douala ce lundi 22 octobre. Il a été accueilli par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ledonné Ivara Dibois, et tout son état-major. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Douala, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le patron de la région du littoral, au cours des échanges, ont évoqué la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, avant de reprendre le débrief de ce journal, de suivre
Un extrait de Maurice Kamto qui est arrivé deuxième au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Nous l'écoutons. Donc nous écoutons cette réaction de Maurice Kamto, le président national du MRC, qui est arrivé deuxième au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Le Conseil constitutionnel a rendu public les résultats ce lundi. Nous écoutons la réaction de Maurice Kamto. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le Conseil constitutionnel vient de déclarer M. Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Cette victoire lui est attribuée sur la base de ce document. Le procès verbal des travaux de la Commission nationale de recensement général des votes. Mais ce document, pourtant officiel, contient des chiffres qui sont faux. Tenez par exemple, dans le centre, attribué à M. Biya 331 719 voix. Mais quand on additionne les voix obtenues par ce candidat dans les différents départements du centre, il obtient ou obtiendrait 475 231 voix. On attribue à Maurice Kamto, votre humble serviteur, 12 936 voix. Quand on additionne les chiffres que j'ai obtenus dans les différents départements du centre, le total fait 102 604 voix. On attribue au candidat Libye Cabral 33 306 voix. Mais quand on additionne les voix obtenues par ce candidat dans divers départements du centre, il obtiendrait en réalité 65 004 voix. Et ce ne sont pas les seuls exemples de faux chiffres contenus dans ce document. C'est dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, sur la base des résultats sortis des urnes le 7 octobre 2018, proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection. On peut d'autant moins le faire que nos propres chiffres consolidés donnent les résultats contenus dans ce document que, bien entendu, nous mettrons à la disposition du public. Et suivant la compilation que nous avons faite des chiffres sortis des bureaux de vote le 7 octobre 2018, les résultats de l'élection présidentielle sont les suivants. Maurice Kamto, 1 320 824 voix, soit 39,74%. Vous avez écouté donc là un bout de cette réaction de Maurice Kamto qui conteste les résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier rendu public ce jour par le Conseil constitutionnel. Vous écouterez l'intégralité dans nos prochaines éditions d'information. C'est sur ce donc que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette édition d'information sur Equinox Télévision. Dans un instant, le débrief du journal avec vous, c'est Jalin Otto. Voilà, on va parler de l'absence, ces absences très remarquées à l'audience de proclamation des résultats ce matin au Palais de Congrès de Yaoundé. Absence très remarquée de l'ambassadeur des États-Unis, ambassadeur de France, ainsi que 8 des 9 candidats qui étaient partant sur la liste de départ le 7 octobre dernier. Et bien évidemment, cette sortie de Maurice Kamto qui parle, qui conteste, vous l'avez dit, Nadine Yambo, qui conteste les chiffres et qui donne son score 39,74% contre 14,23% donné ce matin.
Bonne soirée à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Sejané Auto, et à vos invités du plateau d'Equinox Soir. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel donc du débrief. Je vais commenter cette actualité brûlante avec mes invités sur ce plateau dans un instant dans le débrief.